Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... On va continuer avec l'actualité, quelques éléments, quelques informations pour mieux comprendre l'évolution des choses. On va commencer par un propos tenu par un monsieur qui pourtant était un fer de lance de la vaccination. Je veux parler du professeur Delfraissy. Celui-ci a admis ce que certains nous disent depuis maintenant plus de 2 ans, mais qui sont traités de complotistes, d'inconscients, de fous. Delfraissy dénonce qu'en réalité, eh bien, toutes ces affaires de vaccins, eh bien, malheureusement, force est de constater que c'est bien la résultante de l'influence du lobbying des Big Pharma. Que, en réalité, la vaccination n'est rien d'autre qu'un marché, n'est rien d'autre qu'un business, que le produit lui-même, s'il fonctionne sur certaines pathologies, et on en a déjà parlé, s'il fonctionne pour protéger les gens d'une forme grave de Covid, ce n'est pas forcément vrai pour une autre proportion de la population, et je dirais même que ce n'est pas forcément vrai pour une autre proportion de population dont le vaccin n'a fait qu'empirer les choses par des effets secondaires temporaires ou effets secondaires permanents. Donc le fait que Delfraissy admette cette évidence, c'est que finalement, c'est que on commence à voir que ça se fissure. Ça se fissure tellement, c'est que, par exemple, on a cette fameuse loi, ce report de la loi sanitaire qui a été voté, et qui finalement, du jour au lendemain, on a vu petit à petit disparaître certains appareils dont on savait que pourtant le gouvernement voulait s'atteler à les maintenir en activité. Sauf que ce qui est en train de se passer aux États-Unis est en train tout simplement d'influer sur les décisions, sur les responsables, je dirais peut-être sur les traîtres, plus communément considérés. Parce que ce qui se passe aux États-Unis, eh bien, le Covid, évidemment, les autorités font leur boulot. Les autorités sanitaires font de la prévention, incitent à la vaccination, certains États continuent à maintenir un certain nombre de règles, un certain nombre de niveaux d'alerte face au Covid-19, mais aussi aux fameuses variole du singe. Mais le prêtre aux États-Unis de la question sanitaire, le docteur Fauci, est de plus en plus bousculé. Il est de plus en plus bousculé, de plus en plus contesté. Il maintient toujours des propos qui sont des propos de sa stature, de sa position, de sa responsabilité, mais malheureusement aujourd'hui il remonte à la surface un certain nombre d'autres propos qui rentrent en contrariété finalement, qui rentrent je dirais en opposition avec ce qu'il a pu prétendre sur un certain nombre de points concernant la vaccination contre la Covid-19. Donc, force est de constater que la doctrine covidiste américaine est en train tout simplement de s'effondrer. Alors attention, il y a encore en effet des endroits où il y a des normes, des règles, des décrets qui s'appliquent pour obliger les Américains à utiliser encore des procédures ou des outils de protection. Je parle évidemment des grandes mégapoles, des grandes métropoles, où évidemment si jamais un nouveau variant venait apparaître, un variant un petit peu plus virulent que les précédents, ce sont évidemment dans ces endroits-là que la contamination risque de se propager assez rapidement. Donc, par sécurité, les autorités sanitaires locales incitent toujours à l'usage du masque dans certains endroits, même si finalement, malheureusement, ça ne veut pas dire que ça va servir à grand-chose. Mais c'est une mesure de protection, pas une mesure de protection contre le virus, c'est une mesure de protection contre la justice, contre d'éventuelles procédures, contre d'éventuelles plaintes faites auprès de la justice pour peut-être des actes ou des décisions qui n'ont pas été prises pour protéger des individus contre le Covid. Et donc en France, on commence à voir les choses se fissurer. Même si on a toujours des personnalités qui maintiennent le flambeau de cette politique covidiste,
Le fait est, c'est que cette nouvelle loi qui a été votée est en fait une illusion, parce qu'en réalité, cette loi, dans certains textes, attire l'attention sur le fait que même si cette loi sanitaire s'amoindrit et qu'elle s'est renouvelée jusqu'au 31 mars 2023, alors que normalement c'était jusqu'au 31 juillet 2023, mais là maintenant c'est le 31 mars 2023, si le pass sanitaire en effet est abandonné, mais on l'a remplacé par une décision de pouvoir éventuellement faire des tests PCR à l'accès du territoire, c'est-à-dire donc pour les voyageurs, il y a d'autres petits textes intéressants qui en réalité nous amènent à réfléchir sur le fait que si le texte de loi dans sa globalité, nous fait croire que ça y est, il commence à lâcher du lest. En réalité, non. C'est une illusion. C'est une illusion parce qu'en réalité, le texte de loi ne fait que tout simplement rebasculer sur d'autres procédés, sur d'autres possibilités que le législateur peut se saisir pour remettre en place un certain nombre de principes, un certain nombre de règles. C'est la loi qui pourra être décidée, pourra être présentée ou pourra être amendée pour remettre potentiellement des restrictions sur la population en cas de nouvelle épidémie ou pandémie. Donc en réalité, si on accentue le fait sur que, vous voyez, ça y est, on assouplit les choses, ça va aller mieux. En réalité, non. Parce que les outils qui ont été utilisés, ne croyez pas qu'ils vont les abandonner. Parce que comme on l'a déjà dit dans cette chaîne, le pass sanitaire n'est qu'une étape, n'est qu'un chapitre vers l'identité numérique. Et force est de constater que l'Europe, elle aussi, commence à poser ses jalons pour aller vers l'identité numérique, c'est-à-dire l'identité digitale. Cette identité qui, à l'échelle européenne, de par une harmonisation, sera présentée, évidemment, à l'ensemble des peuples, des pays membres de l'Union européenne, comme quelque chose de ludique, comme quelque chose d'efficace, comme quelque chose d'utile, comme quelque chose de facile, pour faciliter la vie. Oui, en effet, c'est vrai. C'est vrai qu'il sera beaucoup plus simple d'utiliser un seul outil numérique pour vous identifier pour différentes opérations, pour différents secteurs, pour même, si vous tombez malade, si vous allez aux urgences, grâce à cette identité, grâce à ces données accessibles, eh bien on pourra très facilement poser des diagnostics et justement éviter de vous donner des médicaments qui pourraient être dangereux pour vous. Mais comme on l'a déjà expliqué, le problème de tout ce qui est digital, c'est que ce n'est pas sécurisé. Même si on vous assure que tout est sécurisé, que tous les efforts sont faits pour protéger vos données, vous remarquerez que tout ce que vous signez en général en matière d'engagement sur la protection des données, il y a toujours le petit texte qui vous indiquera que oui, mais vous savez, rien n'est parfait. Et que si nous nous efforçons de mettre en place les outils pour protéger vos données, ça ne veut pas dire que vos données sont complètement sécurisées. Et force est de constater que quand on connaît un petit peu l'informatique, rien ne peut résister à un certain nombre de volontés, de détermination, d'ambition, de compétences, voire même, je dirais, de génie, à réussir à violer, à réussir à pénétrer les systèmes protégés pour collecter les données. Ça se fait. Et la collecte de données, c'est pour ensuite en faire un business, c'est un market, c'est une activité qui existe aujourd'hui pour permettre à des entreprises d'accéder à des informations qu'elles ne pourraient pas accéder de façon légale. Et c'est aussi du piratage, c'est-à-dire les hackers peuvent utiliser des outils pour réussir à obtenir des informations sur les individus, pour ensuite avoir des activités malveillantes. Mais pas seulement. Ce sont aussi des gens qui peuvent opérer pour des gouvernements, pour des États, pour des services de renseignement. Soyez assurés que c'est déjà le cas. Et puis, l'aboutissement, et ce qui est le plus à craindre, c'est que l'identité numérique, qui regroupe l'ensemble des informations, l'ensemble des données pratiques, utiles à votre vie quotidienne, pourrait très bien, si demain vous contestez, si vous protestez, si vous êtes réfractaire, si vous êtes un résistant, si vous êtes un dissident, si vous êtes un opposant
eh bien on pourrait très bien vous couper le sifflet. On pourrait vous couper l'accès à vos données. Et finalement, vous ne pourriez plus accéder à votre compte en banque, vous ne pourriez plus payer vos factures, vous ne pourriez plus acheter de quoi manger. Et c'est déjà le cas. Puisque finalement, si demain on supprime l'argent liquide, vous n'aurez plus qu'une carte de votre carte bancaire. Et allez savoir si finalement votre carte bancaire n'est pas une servitude vis-à-vis de votre banque. Votre banque peut très bien décider demain de tout vous couper, de vous couper l'accès à votre argent. C'est déjà le cas d'ailleurs. Regardez, quand vous voulez retirer 1000 ou 2000 euros dans une agence, tout le pataquès que ça déclenche, toutes les procédures administratives que ça enclenche, voire même les conseillers financiers ont été formés pour vous dissuader de récupérer votre argent en liquide sur des grosses sommes. Ils vont toujours vous proposer des produits de paiement, de facilité de paiement, des produits spécifiques pour des achats particuliers. Pourquoi voulez-vous retirer 2000 euros pour acheter quelque chose quand vous pouvez tout simplement l'acheter avec votre carte? Au moins vous ferez amende honorable au respect de la règle fondamentale qui existe depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, voire même une vingtaine d'années, qui a été imposée par les Américains, c'est la traçabilité. Nous voulons savoir ce que vous faites de votre argent. Et qui plus est, la banque possède toutes les informations de ce qui rentre et de ce qui sort de votre compte en banque. Or, quand vous prenez 1000 ou 2000 euros en espèces, on ne sait pas ce que vous allez en faire. Et ça, c'est ce qu'ils veulent supprimer. Alors, si en Europe, c'est plutôt bien parti. Nous avons déjà la Suède qui est bien partie pour supprimer l'argent liquide petit à petit. On le voit, les banques s'efforcent à essayer de développer des produits accessibles même à des jeunes. En revanche, aux États-Unis, ça pose beaucoup plus de problèmes. Pourquoi? Parce que aux États-Unis, beaucoup d'Américains continuent à payer avec de l'espèce. Surtout en ce moment, avec le prix de l'essence, je peux vous garantir que si vous vous installez 5 minutes devant une station essence, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent avec leur véhicule, qui sortent de leur véhicule et qui rentrent dans la station essence, mais tout simplement parce qu'ils vont donner 10, 15 ou 20 dollars en espèces pour avoir 20 dollars d'essence. Ils n'utilisent pas de carte de crédit. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'Américains qui n'ont pas de carte de crédit. Parce que ce sont des Américains qui n'ont pas des métiers très rémunérateurs et que par conséquent ils vivent au jour le jour. Et que, au vu du prix de l'essence aujourd'hui aux États-Unis, force est de constater que lorsqu'ils gagnent 10 dollars, eh bien ces 10 dollars sont déjà engouffrés pour acheter de l'essence, pour pouvoir se déplacer. Parce qu'aux États-Unis, si vous ne pouvez pas vous déplacer, eh bien en réalité, ça devient difficile d'avoir une vie sociale. Donc tout ça pour revenir à cette fameuse loi qui finalement, j'ai envie de dire, ne fait que confirmer que ce que l'on sait déjà. C'est que même s'ils font semblant de lâcher du lest, en réalité ils ne lâchent pas de lest puisque derrière, ils se sont munis d'appareils pour pouvoir reprendre la main le cas échéant. Donc, force est de constater que si la Covid aujourd'hui commence à passer au second plan, c'est évidemment la situation économique qui commence à s'aggraver de plus en plus. On en a parlé déjà, le Sri Lanka s'est complètement effondré, il continue de s'effondrer, le gouvernement, le président, le Premier ministre ont démissionné, ça a été un véritable brouhaha. On a vu les images de ce peuple qui a envahi le palais présidentiel. Ce qui inquiète aujourd'hui, c'est l'Inde. L'Inde, pourquoi? Tout simplement parce que il se passe quelque chose dont les médias n'expliquent pas trop le tenant et les aboutissants. Il faut savoir que ça fait depuis maintenant quelques années que l'Inde est sous l'autorité d'un président, un président ultra-conservateur. Et qui dit ultra-conservateur, ça veut dire anti-musulman. Or, il faut savoir que sur les plus d'1 milliard d'habitants en Inde, il y a environ encore 200 millions de musulmans. Et force est de constater qu'aujourd'hui, dans la société indienne, eh bien, les musulmans sont en train de s'en prendre plein la figure. Alors, évidemment, ça devient dangereux. Pourquoi ça devient dangereux? Tout simplement parce que si l'Inde commence à faire de la discrimination officielle contre les musulmans,
Je rappelle quand même que l'Inde est frontalier avec un pays qui s'appelle le Pakistan. Le Pakistan qui est un pays rempli d'Indiens, mais d'Indiens musulmans. Et que l'Inde et le Pakistan sont deux pays qui ont l'arme nucléaire. Vous voyez, ça commence à poser un petit problème. Nous avons Macron qui a été faire sa petite tournée des popotes en Afrique pour pas grand-chose, parce que je peux vous garantir que certains journaux télévisés francophones africains ont quand même bien bousculé Macron sur la raison pour laquelle il vient en Afrique, si c'est pour vendre un modèle que, quand on voit le résultat, ça passe pas très bien. Mais surtout, Macron a reçu aussi le prince d'Arabie Saoudite. On a même Corbière, là récemment, qui a critiqué à Macron d'avoir reçu ce prince saoudien. Alors, évidemment, Macron s'est quand même très mis en avant pour expliquer que, oui, je vais discuter avec lui des droits de l'homme. Comment voulez-vous discuter des droits de l'homme avec un prince saoudien qui a commandité l'assassinat et le dépeçage d'un journaliste, quand il est dans un pays qui pratique encore certaines punitions physiques, voire même la décapitation, la lapidation? Alors certains vous diront, oui, non, mais ça y est, pour l'instant, il commence un petit peu à se calmer là-dessus. Non, c'est institutionnalisé quand même, ce genre de procédé. En réalité, j'ai envie de dire, alors c'est une intuition, hein, c'est un sentiment. En voyant Macron avec le prince arabe saoudien, BLS, c'est BLS, je crois, Ben Salam, je ne sais plus le nom exact, il y a une image qui m'est revenue à la tête. Cette image, c'est celle de Sarkozy qui reçoit Kadhafi. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a un lien de cause à effet. Parce que je rappelle quand même que les Saoudiens s'éloignent un peu des intérêts occidentaux. Les Saoudiens se rapprochent de plus en plus, non seulement de certains partenaires tels que la Chine et la Russie, mais aussi d'un ensemble de corporations et de traités de ces pays. Si les Saoudiens finissent par aller plutôt du côté du camp adverse, il est évident qu'en Occident, nous avons une fâcheuse tendance à essayer de régler le problème de ces pays dans lesquels nous avons des intérêts, dans lesquels nous avons des profits, dans lesquels nous sommes parfois même dépendants, de faire en sorte de changer le régime. Je vous assure qu'il y a quand même un pays dans la région qui serait bien content. Vous voyez lequel je veux parler? Sauf que le problème, c'est qu'en Occident, si nous faisons ça, nous risquons de déstabiliser la région et nous risquons de donner un avantage au chiisme. Donc, peut-être que c'est une affabulation de ma part, mais, quoique, le fait est que si on reçoit le dirigeant prince saoudien en France, bah oui, c'est aussi pas une question d'argent. Hein, il faut admettre les choses, c'est que tout ce qui est du Moyen-Orient qui a de l'argent, que ce soit le Qatar, les Émirats Arabes Unis ou l'Arabie Saoudite, faut bien sortir le tapis rouge en France, même si, question droits de l'homme, ça nous oblige à mettre ça dans la poche. Mais évidemment, on appelle ça aussi de la diplomatie. La diplomatie, c'est aussi ça. C'est savoir de temps en temps ravaler ses fiertés, mettre de côté un peu certaines valeurs et certains principes pour essayer de trouver des terrains de consensus, des terrains sur lesquels on pourra trouver des accords, des facilités, des usages, même si évidemment, question morale, question fierté, bah de temps en temps, il faut savoir se ravaler un petit peu tout ça, parce que sinon, si on reste sur des positions, on risque de passer à côté de certains intérêts, de certains profits, voire même des profits qui toucheront aussi la société française. C'est la diplomatie.
Mais ça, évidemment, c'est quelque chose que pour les fragiles du haut, il est très difficile d'accepter, parce qu'ils sont dans cette doctrine, dans cette dogmatique pensée qu'on doit ne jamais s'écarter de certaines valeurs et de certains principes et pactiser avec des diables. Sauf que parfois, pactiser avec des diables, l'histoire nous apprend que ça a parfois permis de sauver certaines situations et de nous éviter le pire. Force est de constater aussi que, à l'échelle européenne, la situation continue évidemment à se désagréger complètement. Nous avons une présidente de la Commission européenne qui est en roue libre, nous avons un euro qui est en berne, nous avons un président italien qui est sur le départ, nous avons un Orban qui est aujourd'hui critiqué parce qu'il a décidé de maintenir sa position, que pour lui le métissage est inconcevable dans son pays, sous-entendez l'émigration, la diversité, etc. Et nous avons aussi vu passer une proposition de la Russie. Alors, c'est une proposition qui est un peu officieuse, mais qui suscite quand même, je dirais, une petite réflexion. Regardez cette carte. Cette carte, c'est ce que propose possiblement, potentiellement, la Russie. La Russie propose tout simplement de récupérer les terres sur lesquelles il y a des Ukrainiens russophones, de constituer une entité indépendante qui se résumerait à un petit territoire qui engloberait Kiev, mais que le reste de l'ouest de l'Ukraine soit finalement réintégré de par des accointances culturelles à la Pologne et à la Roumanie, voire aussi la Moldavie. En réalité, la Russie propose tout simplement la dislocation, la disparition de l'Ukraine. L'Ukraine ne serait plus qu'en fait une petite principauté, pour donner l'illusion de garder quand même... j'ai envie de dire finalement c'est ce qui s'est passé avec la Yougoslavie. Sauf que la Yougoslavie, là, ça s'est présenté d'elle-même, parce que il n'y avait plus du tout d'accord, de possibilité d'entente entre les différentes communautés, des communautés qu'on a obligées à vivre ensemble avec une poigne de fer pendant l'époque communiste, pendant l'époque soviétique. Sauf qu'aujourd'hui, évidemment, dans la démocratie, dans l'Occident, dans les idées, etc., ça ne peut pas fonctionner. Je dirais même que dans ces pays, la démocratie ne fonctionne pas forcément très bien non plus. Il y a toujours des problèmes de mafia, de corruption, d'oligarques, ce qui est d'ailleurs culturel, et c'est le même problème d'ailleurs en Ukraine. L'Ukraine d'ailleurs, bon, ça c'est le projet russe, évidemment là on est un petit peu dans l'utopie. L'Ukraine c'est toujours la guerre, on alimente quasiment maintenant c'est toutes les semaines, à coups de millions, à coups de milliards, on envoie des armes dont tout le monde s'inquiète de savoir que peut-être ces armes on risque de les retrouver entre les mains de terroristes aux quatre coins du monde. Voilà, c'est la joie. Aux États-Unis, il y a une volonté là de vouloir essayer de réorienter l'opinion sur un possible procès, ou une enquête, plus spécifiquement une enquête contre Donald Trump, parce qu'évidemment les Américains progressistes démocrates ne veulent pas lâcher le morceau pour faire en sorte de trouver l'outil qui permettrait d'éviter que Donald Trump se présente en 2024. Donc, le 6 janvier 2020 est toujours d'actualité pour essayer de trouver une solution et lui mettre sur le dos une responsabilité. D'ailleurs, ce qui m'a fait un petit peu amuser, c'est que il y a sur Twitter certaines personnes qui ont essayé de me soutenir qu'ils avaient vu, ils avaient lu, ils avaient regardé la fameuse commission. Sauf que ces gens-là sont des véritables mythos, parce qu'en réalité je me suis rendu compte qu'ils n'ont jamais vu, n'ont jamais lu la commission, parce qu'ils ont fait des omissions, et ils font des confusions, et ils ont mélangé l'administration de la Maison Blanche avec le district, avec la police département de Capitole, etc. Enfin
Voilà, c'est ces gens qui veulent vous convaincre qu'ils ont raison, alors qu'en réalité ils ont tort parce qu'ils ne savent pas du tout, ils ne maîtrisent pas du tout le sujet. Néanmoins, voilà, là, ça y est, c'est parti, ils ont décidé de relancer une enquête pour éventuellement trouver les petits détails qui feront la différence et qui permettraient éventuellement de pouvoir mettre Donald Trump devant la justice. Mais nous sommes d'accord, vous avez compris que ça sert à détourner l'attention, évidemment, sur le fils Biden, Hunter Biden. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont pu voir passer ces vidéos qui ont été publiées. Force est de constater qu'à l'heure actuelle, dans l'administration, ça démange. Ça démange évidemment les conservateurs de vouloir mener tout ça devant la justice et finalement de discriminer Biden sur ses activités, parce que le danger d'Hunter Biden, c'est pas tellement les activités d'Hunter Biden. Ça, à la rigueur, de toute façon, c'est avéré, c'est prouvé, etc. Non, c'est qu'il puisse y avoir une complicité, un lien avec Joe Biden. C'est ce qui... Et si jamais ça devait arriver, si jamais il y avait un procès, si jamais il y avait une enquête sérieuse effectuée sur Hunter Biden, le risque évidemment c'est de trouver des liens où Joe Biden serait impliqué. Je rappelle, on reproche à Hunter Biden d'avoir eu des activités avec des entreprises chinoises, mais également en Ukraine. Souvenez-vous, à l'époque de Maïdan en 2014, Biden, à l'époque vice-président, s'était déplacé pour rencontrer le président fraîchement élu, Poroshenko, pour arrondir les angles des contrats, des accords et des traités qu'il y avait avec l'Ukraine sur le plan énergétique, le gaz, les fameux laboratoires, hein, on le sait que la sénatrice Victoria Nuland a bien admis qu'il y avait des gains d'intérêt de sociétés américaines, dont une société qui appartient à Hunter Biden. Mais non. Pas le dire. Et ça donnerait évidemment du grain à moudre pour possiblement permettre aux conservateurs américains de faire une procédure de destitution. Sauf que y en a certains qui disent oui, mais on va pas attendre l'enquête, puis on sait comment ça se passe les enquêtes, il y a des fois des interventionnismes qui font que ça perturbe, ça rallonge, ça fait traîner, etc. Non, nous on a une autre solution. Vous avez plusieurs gouverneurs de plusieurs États, par l'intermédiaire également de leurs sénateurs, de leurs représentants, qui veulent lancer une procédure pour vérifier si finalement Biden a bien toute sa tête. Alors je vous montre ce tweet, c'est le tweet de Laurence Haïm. Alors Laurence Haïm, on en a déjà parlé, hein, c'est cette journaliste correspondante qui avait fait qui a eu sa carrière essentiellement dans les rédactions de Canal+. Je crois qu'elle a bossé pour LCI aussi. Alors, c'est une atlantiste, hein, on en a déjà parlé sur cette chaîne, mais pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo à l'époque, c'est une journaliste atlantiste, très affichée, très assumée, mais qui a cette qualité d'être certainement une journaliste française aux États-Unis qui connaît bien la société américaine et qui, de temps en temps, avec une très grande objectivité, nous alerte sur certains événements qui vont à l'encontre d'ailleurs de ce que, en règle générale, on pourrait attendre d'une journaliste atlantiste qui chercherait plutôt à détourner ou à transformer l'information, etc. Non, Laurence Haïm, de temps en temps, nous donne des informations qui s'avèrent parfois vraies. On se souvient que lors de la campagne présidentielle en 2020, alors que certains médias français considéraient que Trump était déjà mort, que c'était Biden qui allait gagner, etc., elle a été une des rares à dire « Attendez, attention, Trump a toujours un électorat, et peut-être qu'en effet, là, ça va se jouer peut-être un cheveu, mais il y a toujours un risque que Donald Trump puisse se faire réélire. » Et finalement, elle n'avait pas tort, parce que dans les derniers mois avant l'élection, on peut constater que ça a été le branle-bas de combat pour tout faire pour discréditer Donald Trump, même dans vos médias, vous l'avez vu pendant cette campagne présidentielle américaine, parce que justement, l'inquiétude des démocrates, c'est de se dire que oui, Trump a le potentiel de se faire élire.
Donc ceci étant dit, aujourd'hui, il est évident que Joe Biden, on ne peut pas dire que ça soit vraiment à l'image d'un président américain. Mais que voulez-vous quand vous avez des gens qui ont tellement peur, mais qui défendent l'indéfendable, qui même vivent dans le déni, c'est-à-dire que ils vont vous attaquer, ils vont vous traiter de tous les noms, de fachos, etc. Alors que non, c'est pas une question de partisanisme politique, on n'est pas pro-Trump en mettant en évidence que Joe Biden n'est pas un président charismatique, n'est pas un président qui est à la hauteur de la fonction. Donc, j'ai envie de dire que ça fait partie du processus de déliquescence. Sauf que, évidemment, je vous avais déjà parlé dans une vidéo du risque, du spectre qui plane toujours sur la tête des États-Unis, c'est qu'à un moment donné, des États décident de faire sécession, c'est-à-dire de reprendre leur indépendance. Contrairement au principe même du traité de l'Union, ce traité de l'Union qui est un peu comme le traité de Lisbonne ou l'accord de Maastricht, je ne sais plus, de l'Union européenne, c'est-à-dire que contrairement à l'Union européenne, qui n'interdit pas de quitter l'Union, mais qui n'a pas prévu des procédures dans ce sens, le traité de l'Union aux États-Unis interdit de quitter l'Union. Donc à partir du moment où si les États décident de quitter l'Union, ça veut dire que l'Union va considérer que la décision a été prise par des gens qui ne sont plus légitimes de représenter le peuple américain de ces États, et que par conséquent, oui, peut-être qu'aux États-Unis, nous pourrions voir une seconde guerre civile. Bon, dans l'état actuel, je vais vous dire sincèrement, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que les démocrates sont conscients qu'ils représentent une partie de l'Amérique qui, comment dire, a perdu ses couilles, et qu'en face vous avez des conservateurs, des traditionalistes, suprémacistes blancs, ce que vous voulez, etc., et qui sont quand même culturellement adeptes des armes à feu. C'est-à-dire, oui, si on fait le distinguo entre les Américains progressistes et les Américains conservateurs, on constatera que le nombre d'Américains qui possèdent le plus d'armes à feu, c'est souvent des Américains considérés comme conservateurs. Alors, quand je dis conservateurs, c'est au sens général du terme. C'est pas spécifiquement des gens qui sont des pro-républicains, voire même des pro-Trump, mais des gens, voilà, qui sont plutôt conservateurs dans certaines valeurs, dans certains principes culturels américains, et qui ont souvent, de mon expérience, les couilles face aux autres en face. Parce que les autres qui sont en face, vous savez, c'est ceux-là qu'on voit dans les manifestations BLM, qui vous crachent dessus, qui vous insultent, etc. Mais dès que vous leur foutez une baffe, qu'ils sont les premiers à appeler, à faire le 911, hein, le 111, pour appeler la police. Parce que il s'est pris une baffe. Même police d'ailleurs, qui le critique, sur laquelle il crache aussi. Et cette population, très souvent urbaine d'ailleurs, aujourd'hui est en train de foutre en l'air un certain nombre de centres-villes, un certain nombre de villes, parce que des Américains, alors pas forcément des conservateurs, hein, c'est aussi des progressistes, mais des progressistes modérés qui ont le malheur de faire partie de la petite classe moyenne, de la grande classe moyenne, pas de la classe moyenne aisée, et qui décident de quitter les grandes villes. Parce que la vie est trop chère. Donc voilà, c'est compliqué si vous voulez. Le fait est, c'est qu'évidemment, les États-Unis, c'est un pays dans lequel ils adorent jouer avec les apparences. Et donc quand vous regardez des médias américains, et quand vous avez des agences comme l'AFP française par exemple, qui reprend des informations américaines, d'agences américaines, et donc qui reprennent
je dirais, le scénario de l'illusion, le scénario d'apparat, de décorum américain, bah forcément, des fois dans certaines discussions sur les réseaux sociaux, je suis confronté à des gens qui sont complètement à côté de la plaque, qui croient savoir. Bah oui, ils savent parce qu'ils ont lu des trucs français. Et en réalité, je dirais à la limite, c'est comme dans toute discussion qu'on peut avoir sur des pays, sur des populations, sur des cultures. Si vous n'êtes pas penché sur la question, si vous n'avez pas lu un minimum, voire même si vous n'avez pas vécu ou passé dans ces pays pour observer, pour ressentir, pour sentir de vous-même les spécificités culturelles de ces pays, bah, ce sont des gens qui se sont forgés des opinions par procuration, mais qui, en règle générale, sont complètement à côté de la plaque. Et donc, pour ce qui concerne donc, les États-Unis, comme je vous l'ai dit, ils ont l'intention de développer, de mettre en place une enquête pour essayer d'en mettre sur le dos de Donald Trump, pour l'empêcher de se présenter en 2024. Puisque, je le rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu les précédentes vidéos récentes, je vous expliquais que, à l'origine, si Kamala Harris, propulsée, soutenue par Obama, a été placée comme vice-présidente de Biden, c'était dans l'espoir qu'elle soit son successeur pour 2024. Or, malheureusement, les apparitions, les interventions de Kamala Harris, parfois, ne sont pas très convaincantes. C'est-à-dire que on est dans du cliché, on est dans de l'approximation, etc. Donc, au sein même du Parti démocrate, au sein même de la DNC, l'option Kamala Harris n'est plus une option. Donc là, vous avez un conflit au sein du Parti démocrate. Alors évidemment, ceux qui veulent toujours maintenir Kamala Harris parce que c'est une femme de couleur, et vous voyez, enfin l'acting, quoi. L'acting, sont en guerre contre ceux qui prennent conscience que si on continue dans cette ligne-là et si on présente et on aligne Kamala Harris comme successeur de Biden, si jamais on a loupé le coche et que Trump se représente, Ceci dit, Trump se représente. Est-ce que les républicains vont le laisser se représenter sous l'étiquette républicaine? Là aussi, la question est posée et pour l'instant, on n'a pas franchement de réponse. Donc, que dire d'autre sur la situation? Les Allemands. On a vu passer une information, une sorte d'OPA, projet. Les Allemands se donneraient peut-être l'idée d'investir, d'aider la France dans sa défense nucléaire. Pourquoi faire? Tout simplement parce que si, pour maintenir, développer l'activité de la dissuasion nucléaire française, nous acceptons l'argent allemand, ça voudrait dire que finalement les Allemands s'octroieraient donc un droit de vouloir faire ce qu'ils veulent sur les décisions ou la souveraineté même de notre armement nucléaire. Alors je vous dis, c'est un projet, mais ça dénote quand même, dans l'intention, une volonté que la dissuasion nucléaire française est un caillou dans le pied de Washington. Parce que soyons clairs, cette idée, elle ne vient pas de Berlin. Cette idée, elle vient de Washington. Elle a été murmurée à l'oreille de Berlin. Parce que oui, historiquement parlant, à partir du moment où De Gaulle a exprimé et a montré que les Américains, vous êtes nos alliés, vous êtes nos amis, mais de loin, on le sait que les Américains ont fait de l'interventionnisme en France pour faire en sorte de dégager De Gaulle.
Et que le fait que De Gaulle se soit retiré du commandement militaire de l'OTAN, que Sarkozy a fait revenir en 2007, le fait que la France possède l'arme nucléaire a toujours été une épine dans le pied des Américains. Et même encore aujourd'hui, les Américains voudraient pouvoir avoir une mainmise sur la stratégie nucléaire française par l'intermédiaire de l'OTAN. Les Britanniques ont l'arme nucléaire, mais les Britanniques sont considérés souvent, peut-être de façon cliché, comme étant le 51e État. Donc, à suivre quand même, parce que si l'idée est un peu idiote, est un peu stupide, ça ne veut pas négliger le fait qu'il y a quand même une intention derrière. Et enfin, je vais terminer avec les voitures électriques. Oui, évidemment, les écologistes n'en démordent pas de vouloir développer la voiture électrique. Sauf que si la technologie est maîtrisée, elle n'est maîtrisée que dans un champ d'action bien défini. Or, force est de constater que nous sommes actuellement en période estivale, c'est les vacances scolaires, nous arrivons fin juillet, les juilletistes vont rentrer, les haussiens vont partir. Sauf qu'en effet, mathématiquement, si l'on considère que sur un trajet de 400, 450, voire 500 km, soyons généreux, au bout de 500 km, il va y avoir quand même un certain nombre de gens qui vont vouloir recharger leur véhicule. Si vous considérez que, par exemple, sur un Paris-Bordeaux, je crois avoir vu ça, il y a en moyenne, on peut estimer par exemple 45 000. 45 000, non, c'est pas 45 000, c'est combien? 3 000, plus de 3 000 véhicules? 3 000 véhicules par heure? Je ne sais plus exactement. Enfin bref, de toute façon, quand vous avez une circulation sur les autoroutes, sur les départs en vacances, les croisements, etc. Donc ce sont évidemment plusieurs dizaines de milliers de véhicules qui se retrouvent sur le réseau autoroutier, voire routier, pour ceux qui ne veulent pas payer l'autoroute. Si on imagine qu'on est en tout électrique, c'est-à-dire qu'il va falloir à un moment donné équiper les stations pas seulement que d'une dizaine ou d'une douzaine de bornes. Parce que sinon, il va y avoir un problème. Parce que si vous considérez le temps de charge, donc ça veut dire que ça va rallonger les temps de trajet. Qui plus est, s'il y a déjà du monde et que vous en avez pour 1 heure ou 2 heures de recharge, allez, imaginons, soyons fous. La technologie aidant, on peut recharger votre véhicule en 30 minutes. Si vous avez 10 000 véhicules qui arrivent à une station en 1 minute pour recharger pendant 30 minutes, c'est-à-dire qu'il va falloir à un moment donné mettre en place des stations avec un dispositif de 10 000 bornes. On en est vachement loin. En plus de ça, on veut pousser les gens à l'électrique. On a déjà décidé qu'on ne vendrait plus de véhicules à moteur à explosion en 2035. Ça ne veut pas dire que les véhicules seront interdits sur les voies sur les réseaux. C'est-à-dire qu'on ne vendra plus de véhicules en 2035. Mais il y aura toujours des véhicules à essence. Jusqu'à ce qu'on décide à un moment donné de faire des primes à la casse, trucs comme ça, comme on a fait pour essayer de renouveler un petit peu le parc. Enfin, je ne vais pas revenir sur cette histoire. Sauf que le problème, c'est pour l'instant, le prix de la voiture électrique n'est pas à la portée de tout le monde. Première chose. Deuxième chose. L'électricité, vous savez, c'est quelque chose qui est consommable directement, mais qui est difficilement stockable. Alors oui, nous avons des batteries. Nous avons des batteries dans nos téléphones, nous avons des batteries dans nos voitures, nous avons des batteries dans des immeubles, nous avons même, pour essayer de sauver la situation, des générateurs pour pouvoir compenser éventuellement les coupures électriques. D'ailleurs,
Ce qui est assez amusant, c'est qu'on voit de plus en plus de vidéos sur internet de gens qui ont des voitures électriques mais qui ont dans le coffre le petit générateur avec le petit bidon d'essence. Ce que je rappelle en France, comme aux États-Unis, est interdit d'avoir un bidon d'essence de façon permanente, si ce n'est pour un transport, mais de façon permanente, c'est interdit, parce que, évidemment, hein, quand aujourd'hui vous avez des Tesla qui prennent feu, c'est peut-être souvent à cause des batteries, mais c'est aussi parce qu'il y a des gens qui ont des générateurs avec un bidon d'essence dans le coffre. Or, quand vous êtes dans une région qui fait 35, 40, 45 degrés, d'accord. Donc on est vraiment là dans quelque chose de ridicule. Mais imaginons, avec le temps, on améliore la technologie, etc. La construction et la conception même d'une voiture électrique, il faut des matériaux. Il faut des matériaux, il faut de la matière première. Ces matières premières, il faut les avoir en grande quantité. Donc il faut les avoir dans les endroits où ça coûte le moins cher. Donc ça veut dire que pour les transporter, il va falloir utiliser des bateaux, des avions, des trains. Dois-je revenir sur les conditions d'exploitation qui permettent d'extraire la matière première? On est loin de l'idée idéale écologiste, environnementale, etc. Donc force est de constater que, encore une fois de plus, nous sommes en face de gens qui essaient de nous convaincre qu'il faut aller dans une direction, alors que la direction qu'ils nous donnent, pour l'instant, ça marche pas. C'est pas ça. Tout du moins aux États-Unis, oui, il y a des gens qui achètent des Tesla. Sauf qu'il y en a les 2/3 qui reviennent très rapidement à des voitures à combustion, parce que ils se rendent compte que quand il fait trop chaud, quand il fait trop froid, la voiture elle marche pas bien. Et puis il y a des fois quand ils se disent qu'ils font 10 bornes, qu'ils regardent leur compteur, ils se disent c'est bon, j'ai ce qu'il faut pour revenir. Et puis après avoir fait leurs courses dans le mall, il est resté 2-3 heures, quand au moment où ils reprennent leur véhicule, ils se rendent compte que là où ils étaient à 19% d'énergie, ils ne sont plus qu'à 7% d'énergie. Et du coup, ils n'ont pas assez d'énergie pour rentrer chez eux. Et du coup, ils sont obligés d'appeler le copain pour venir avec un générateur pour recharger la voiture. Et du coup, ils en ont ras-le-bol. Donc, Tesla, ils la revendent, ils rachètent un truck. Donc voilà, c'est génial. Alors, certains diront peut-être que là, je parle de voiture électrique de façon très succincte, de façon très survolée, que peut-être je fais de la caricature. Sauf qu'il y a un moment donné où, moi je vais vous dire une chose, je pense que si vous voulez vraiment être écologiste, si vous voulez vraiment sauver l'environnement, il existe d'autres technologies beaucoup plus efficaces, beaucoup moins coûteuses, mais comme évidemment ce sont des technologies qui menacent les intérêts des empires pétroliers, alors vous allez me dire, mais oui, mais même l'électrique, mais non, parce que l'électricité, si vous regardez les compagnies qui commencent à se créer pour développer les réseaux électriques, pour les voitures électriques, vous allez vous rendre compte que c'est souvent des compagnies qui sont en lien ou dans lesquelles il y a de l'actionnariat des compagnies pétrolières. Logique, hein. Attendez, on va pas se faire voler le pain par de la concurrence. Donc voilà pour cette petite aparté concernant les voitures électriques, parce que je pense que c'est bien de remettre un petit peu les choses au clair. D'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. L'actualité étant ce qu'elle est, ça évolue, ça continue à évoluer. Je ne reparlerai pas de l'Assemblée nationale qui devient un véritable cloaque. Je crois même, moi qui regarde de temps en temps, je trouve que là aujourd'hui, pour moi l'Assemblée nationale est morte. Et à partir du moment où l'Assemblée nationale est morte, la République est morte. Oui, je sais, j'aime bien cette expression. D'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.